c'est normal d'avoir plus ou moins envie selon les moments. Souvent, le partenaire, le compagnon, le mari croit qu'il y a du désir en face. Des fois, c'est un petit désir ou un tout petit désir ou pas du tout. Et on se force quand même pour faire plaisir. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, je suis très content, heureux de retrouver Nadia El Bouga. Comment ça va Nadia ? Ça va très bien, bonjour à tous et à toutes. 3 mois sans vous. Oui. Donc c'est trop long. Bah écoutez... C'est trop long. Moi je me suis dit, il y a le confinement, on va enfin faire de la radio. Eh ben non, je me réjouissais. Voilà, on dit que la distance augmente le désir, donc c'est une bonne introduction pour notre sujet. C'est vrai, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, je salue vos progrès en jardinage. Oui, jardinage, bricolage. Ah ouais, franchement là vous vous êtes éclatés. Vous n'avez pas monté votre cuisine là ? Non, la cuisine j'ai laissé à d'autres, mais voilà. Mais sinon le jardin c'est vous qui l'avez fait. Voilà, jardin et puis d'autres petites bricoles. Notre invité s'appelle Jean-Claude Kaufmann, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des relations amoureuses et conjugales. Et vous publiez Pas envie ce soir, le consentement dans le couple aux éditions Les Liens qui libèrent, un livre dans lequel vous soulevez la couette des couples français hétérosexuels pour mesurer le degré de satisfaction et de liberté de chacun. Finalement, vous avez découvert que la sexualité n'est pas aussi épanouie qu'on le prétend dans le couple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Non, mais on entend beaucoup parler de sexualité aujourd'hui dans les journaux, dans les magazines. Il faut s'éclater au maximum, il faut être performant. Donc il y a des choses qui sont très bien dans ce qui est dit, parce qu'il y a un siècle, c'était un peu la catastrophe. La sexualité, c'était le domaine des interdits, des mystères. Ça créait des névroses, etc. Par rapport à cette époque, on s'est un petit peu décontracté. Le petit problème, c'est que ça a été presque un petit peu trop loin, jusqu'à une injonction et une illusion que partout, tout le monde s'éclate, ça roule, c'est magnifique, il y a l'accord des désirs. Quand on interroge, dès que je rentre dans une enquête, en général j'en ai pour 2 ans, je rentre dans une ambiance. Quand j'avais fait une enquête sur les repas et l'alimentation, j'ai pris 3 kilos par exemple. Et là, dès que j'ai commencé, il y a tout de suite eu des remerciements. Merci, enfin, de rétablir la vérité. Alors moi, c'est mon boulot, c'est mon job d'essayer de creuser. Donc il y a un écart entre la légende, le récit de l'épanouissement, de la facilité de parole, de l'accord harmonieux, et puis la réalité où ça coince un petit peu. Parfois c'est atroce. Il y a des situations, le chapitre des horreurs, ça existe, les viols conjugaux, etc. La plupart du temps, c'est pas ça, mais on ne dit pas que c'est pas exactement parfait, qu'on n'a pas trop envie, que ceci, que cela. On enfouit dans le refoulement et dans le silence très souvent. Bien, de toute façon on a du temps pour en parler. Comment est-ce que vous avez travaillé pour enquêter ? Alors moi, autrefois, je frappais aux portes avec mon petit enregistreur et j'interrogeais les gens. Parfois, quand je frappais aux portes, ça ne marchait pas très bien. J'aurais été très mauvais comme marchand d'aspirateur parce qu'on ne comprenait pas trop ce que je venais faire. Aujourd'hui, de plus en plus, j'utilise Internet. On a vu avec le confinement, ça se développe, télétravail et compagnie. Il y avait un blog. Il y a un blog. Alors j'interroge les gens. Moi, j'aime bien sur le blog parce qu'en plus, ça crée une communauté. Ils se parlent entre eux. C'est intéressant. Mais là, sur cette question-là, la moitié des personnes m'ont demandé de ne pas témoigner sur le blog, d'avoir quelque chose de plus confidentiel. Donc c'était par email, questions-réponses, parce que j'ai découvert un poids du silence très étonnant, très très fort, ce qui montre qu'on n'est pas si libéré que ça sur cette question-là. Alors, il y a des incompréhensions sexuelles, écrivez-vous, dans la majorité des couples. Qu'est-ce que vous appelez, vous, des incompréhensions sexuelles ? Des incompréhensions, c'est qu'on croit que ça roule tout seul, que l'autre... Ça, c'est normal d'avoir plus ou moins envie selon les moments. Il y en a un qui a plus envie que l'autre, mais on s'installe... Là aussi, il y a des légendes. On s'installe dans les couples dans une petite routine sexuelle
qui n'a pas que des aspects négatifs. C'est très bien, on a ses repères, ça fonctionne d'une certaine manière et ça fonctionne de la même manière. Des fois, il y a une fréquence régulière qui est instaurée, c'est tant de fois régulièrement. Donc, quand le moment arrive, on y passe et parfois le désir n'est pas là. J'ai quand même eu des phrases, notamment venant de femmes, qui sont un petit peu étonnantes, qui comparaient aux tâches ménagères, quoi. Hein. Bon, c'est un petit peu la corvée, bon, mais faut le faire quand même. Faut que la maison soit propre. Et là, faut faire plaisir au mari, donc c'est un petit peu normal. Il y a le vieux terme de devoir conjugal qui m'est revenu très souvent et incompréhension parce que souvent le partenaire, le compagnon, le mari. Non, on croit qu'il y a du désir en face. Des fois, c'est un petit désir ou un tout petit désir ou pas du tout. Et on se force quand même pour faire plaisir. Alors, justement, en lisant votre livre, je me suis posé la question suivante, c'est est-ce que les termes que le sociologue utilise et ceux des interviewés ont réellement le même sens, parce que parfois vous parliez de désir et la réponse que je lisais à travers les réponses, c'était plutôt celle du plaisir sexuel. Donc comment, d'ailleurs c'est la même problématique qu'on retrouve dans d'autres études, hein, dont celle de Philippe Breneau. Au final, que vous citez dans votre livre. Que vous citez beaucoup d'ailleurs. Et expliquez ce que c'est pour tout le monde, Nadia, l'étude de Philippe Breneau. Parce qu'il y a 2 études que vous citez principalement dans votre livre. Alors oui, donc il a fait une étude sur justement la sexualité des femmes et la sexualité des hommes, donc avec un panel de questions qui ont été posées. Mais pourquoi je cite justement Philippe Breneau, c'est parce que très souvent on soulève cette problématique de la définition des termes ou la définition des ensembles de termes. Par exemple, rapport sexuel n'a pas la même définition chez une personne A et une personne B. Donc, comment vous avez procédé? Est-ce que vous êtes parti avec votre définition Non. Ou vous leur avez laissé la possibilité de développer leur sens? Alors d'abord, pourquoi je cite largement Philippe Breneau et la grande enquête de l'INED et de l'INSERM, qui date un peu de 2008, mais les choses ne changent pas si vite que ça, c'est que moi, mon enquête est très qualitative. Je travaille un peu comme un ethnologue. Et moi, je veux rentrer dans le monde des gens, dans leurs pensées. J'ai aucun jugement a priori. Je rentre dans leur univers, donc je rentre dans leurs mots. Je pars de leurs mots, de leur écoute. Mais avec cette manière de travailler très qualitative, j'ai besoin de confirmer, de valider avec des enquêtes un petit peu plus statistiques. Et la belle enquête, les 2 belles enquêtes de Philippe Breneau, c'était des très gros sondages. Et puis l'enquête de l'INED et INSERM aussi, c'est un appareillage statistique absolument considérable. Ça me permet de confirmer un petit peu que mes intuitions ne sont pas... je peux un peu les généraliser, mais je parle des mots et puis après on rentre en discussion. Par exemple, j'ai le chapitre, je le disais tout à l'heure, des horreurs, c'est-à-dire des viols, des harcèlements, des viols délibérés, avec beaucoup de souffrance, de violence, des pleurs, etc. Et ces femmes, parce que c'était des femmes qui étaient victimes de ces viols, ne parvenaient pas à se dire que c'était des viols. Donc là, on a discuté du terme viol, parce que moi, j'étais convaincu. Elle me décrivait ce que c'était. Mais pour elle, un viol, c'était Weinstein, c'était dans un parking, etc. C'était pas le compagnon. Donc la discussion sur les mots peut être souvent très intéressante, quoi. D'ailleurs, la majorité des viols conjugaux, même des viols, ont lieu dans le sein du couple. Oui, alors 31% de l'ensemble des viols, c'est le partenaire conjugal, mais c'est un chiffre qui est sans doute sous-évalué parce qu'il est calculé à partir des plaintes. Et une plainte pour viol, c'est pas facile, mais une plainte pour viol conjugal, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est extrêmement difficile. Bon, alors vous déconstruisez pas mal de stéréotypes. Par exemple, les hommes ont plus besoin que les femmes. Oui. C'est vrai ça, Nadia, sexologiquement, ça, que les hommes auraient plus besoin de faire l'amour que les femmes? Alors,
déjà, revenons à la base. Nous avons la chance d'avoir un sociologue aujourd'hui. Donc moi, la question préalable qui serait intéressante de poser avant tout, c'est de dire, est-ce que la sexualité, c'est une construction sociale, et donc est-ce que le désir peut être aussi une construction sociale ou pas, avant d'entrer dans la biochimie, parce que si vous voulez, si on met les lunettes, on parle pas de désir, vous savez, c'est l'histoire, mais le cliché. Le cliché, c'est les hommes ont plus besoin que les femmes. Ce cliché, il n'est pas hors sol. Ce cliché, il fait partie d'un contexte social, d'accord, et donc de construction sociale. Donc, ce qui est intéressant de questionner, c'est pourquoi est-ce que ce postulat est posé des hommes qui auraient des besoins sexuels plus importants que les femmes? Quand on fait un sondage et qu'on demande aux hommes quelles sont les 10 activités que vous préférez pratiquer entre le poney, le jardinage comme Nadia El Bouga, monter une cuisine ou faire l'amour, ils mettent quoi en un? Je cite un sondage, c'est 25 activités parmi sortir avec les copains, aller jouer au foot, tout ça. En numéro 1, absolu, le sexe. Alors là, il y a du biologique, ça existe. On n'a pas exactement les mêmes corps du côté homme et du côté femme. La mécanique du plaisir ne fonctionne pas exactement de la même manière. Et en même temps, il y a des constructions sociales. Il y a les deux. Parce que si je parle de trajectoire du désir et de trajectoire conjugale du désir. Au début du couple, aujourd'hui, on voit une expression assez forte du désir féminin, ce qui était moins le cas autrefois. Les femmes expriment leur désir et leur souhait d'une sexualité. Et à mesure qu'elles rentrent en couple, que le couple s'installe, avant même que l'enfant n'arrive, on voit la trajectoire du désir du côté masculin qui continue à dérouler complètement, que le couple soit amoureux, qu'il soit plan-plan routine, qu'il soit dans les agacements, voire dans la haine, ça continue pareil, le désir est là, ça marche toujours. Et du côté féminin, ça plonge. Alors ça plonge un peu, ou ça plonge beaucoup. Et il y a un lien avec la position dans le couple. Il y a un lien notamment avec ce qu'on appelle la charge mentale. Quand le couple s'installe, la femme est très souvent au centre du fonctionnement de la famille. Aujourd'hui, c'est elle la stratège qui porte la famille dans la tête, qui porte la responsabilité avec les angoisses, les stress, qu'est-ce qui va arriver à l'enfant, etc. L'homme à côté, c'est plus, il joue le rôle d'idéologue de la décontraction. Il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas s'en faire. Il apporte de l'humour dans le fonctionnement conjugal, il joue avec les enfants. Ce qui est idéal pour avoir de la disponibilité pour le désir. Alors que la femme qui a tous ces problèmes dans la tête, de la fatigue, voire peut-être de l'angoisse, elle ne va pas être disponible pour le désir. Donc cet élément-là explique beaucoup de choses. Ceci dit, il y a peut-être également, alors ça c'est totalement politiquement incorrect, on ne peut pas le dire, il y a peut-être du désir dans la mécanique biologique entre hommes et femmes qui reste plus constant du côté des hommes. Ça, on a du mal à le chiffrer, mais c'est difficile de mener l'enquête. En tout cas, là, c'est très net. J'ai un petit nombre de cas où c'est inversé. Quand même, il faut le dire. C'est les femmes qui ont plus envie que leurs compagnons. Et du coup, comme les compagnons ne répondent pas, ces femmes-là sont un peu en manque. Elles ont encore plus de désir. Et du coup, même après la sortie du livre, elles se plaignent auprès de moi. Je reçois des messages en ce moment. Et moi, je suis dans le cas inverse. Ça existe. Alors oui, ça existe, mais c'est quand même relativement rare aujourd'hui. À l'époque, c'était les femmes que l'on étiquetait d'hystériques et chez qui il fallait absolument faire une excision occidentale, voilà, et compagnie. Alors, je reviens quand même sur cette question parce qu'effectivement, quand vous parlez de charge mentale, donc on est dans un contexte, donc on parle bien du référentiel, on est dans un contexte social. Donc, ce qui me questionne en tant que sexologue, c'est qu'effectivement, médiatiquement et médicalement parlant, on osographie, on instaure des pathologies sexuelles, comme le manque de désir chez la femme. Étonnamment, on ne parlera pas d'une problématique d'excès de désir chez les hommes. C'est-à-dire qu'on va partir sur ce référentiel que les hommes ont du désir qui est étiqueté donc comme normal. Un homme qui n'aurait pas de désir n'est pas normal. Donc on questionnerait effectivement le taux de testostérone, sa virilité. Donc voilà, toutes ces représentations. On l'enverrait devant le tribunal ecclésiastique. Voilà.
et on l'inviterait effectivement à passer à copuler, l'action, voilà, devant les agents mandatés. Voilà, et là ce n'est plus qu'un problème de désir, il y aura aussi les dysfonctions érectiles qui viendront se rajouter à tout ça. Non, mais vous Et il imaginez, serait c'est pas condamné. un contexte facile. Non, mais c'est des exemples qu'on tire de votre livre parce que ça a existé. Hein. Ces tribunaux ecclésiastiques. Mais pourquoi je pose la question ? Parce qu'il est intéressant, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, de questionner aussi la façon, parce que vous me questionnez, donc vous questionnez la sexologue, la façon dont on étiquette aussi les pathologies sexuelles. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi l'inverse n'est pas étiqueté. Je ne sais pas que je le comprends pas, je le comprends, je l'analyse, je l'observe, c'est un fait. D'ailleurs, maintenant, c'est quelque chose qui se questionne avec les études de genre, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut poser là et dire, effectivement, c'est un manque de désir par rapport à qui, par rapport à quoi ? Donc voilà, je lance la question. Avant la page de pub, je questionnais sur le manque de désir, donc cet étiquetage sexo-pathologique chez certaines femmes, qui viennent spontanément consulter en disant voilà, j'ai un problème de désir, j'en ai plus ou j'en ai moins, et ça pose problème dans mon couple. Alors, il y a quand même, moi je le vois sur le terrain, cliniquement, vous avez des femmes qui vont venir se questionner sur ce manque de désir par rapport à leur partenaire. C'est-à-dire qu'il y a une peur de perdre leur partenaire, il y a, vous le dites très bien dans votre livre, une culpabilité, et aussi cette injonction de revenir à une certaine norme. Voilà, la norme de la femme super épanouie sexuellement et qui a envie tout le temps voilà, de son partenaire. Et puis, il y a une autre catégorie de femmes qui viennent, alors pas par rapport à leur partenaire, mais par rapport à elles et ce qu'elles renverraient en fait dans la société. C'est-à-dire, oui, alors... Et souvent, c'est des femmes qui sont dans une transition, c'est-à-dire soit elles sont sorties d'un couple précédent, ou alors elles sont en instance de divorce, et elles se disent, voilà, je viens, entre guillemets, me réparer avant de me lancer dans une nouvelle relation, voilà, me requinquer, entre guillemets, sexuellement, pour pouvoir désirer de nouveau d'autres hommes. Qu'est-ce que le sociologue dit de ça ? Moi, je l'ai retrouvé massivement dans l'enquête. La baisse du désir chez ces femmes, notamment qui s'installent dans le couple, dans la durée, c'est d'abord un drame pour elles-mêmes, une incompréhension, un mystère. Et elles vont s'accuser elles-mêmes et leur corps. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas normal, parce que la normalité, c'est tout le monde s'éclate partout. Et les femmes, notamment, sont complètement émancipées, expriment leur désir. Et moi, non. Et c'est encore plus terrible, parce que parfois, elles n'aiment plus trop leur partenaire, et c'est un peu le révélateur que ça va plus trop dans la relation. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Elles le disent. Je l'aime. On est bien ensemble. On forme une bonne équipe. Il est super avec les enfants. On s'amuse. On rigole, etc. Mais, désir, plus de désir. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est de ma faute. C'est honteux. Autrefois, c'était le sexe qui était honteux. Maintenant, c'est le fait de ne plus avoir de désir qui devient honteux. Donc, le premier réflexe, c'est très bien qu'elles viennent vous consulter, parce que le premier réflexe, souvent, c'est le refoulement et le silence absolu. Et puis, je fais comme si, je me force un peu, je simule, beaucoup de simulation. Quand même, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas au clair, complètement, parce que c'est de ma faute. Alors, c'est de ma faute. Puis en plus, je sens bien qu'il a envie, j'ai envie de lui faire plaisir, et puis surtout, je ne veux pas créer du déplaisir non plus, donc je me force un petit peu plus. Puis si je ne me force pas, est-ce qu'il ne va pas aller voir ailleurs ? Et moi, je tiens à mon couple, je l'aime, je suis bien. Qu'est-ce qui va m'arriver si ce couple éclate ? Finalement, la sexualité, c'est pas un problème, c'est un peu pénible. Je compare souvent aux tâches ménagères. Je me force un peu, c'est un petit peu pénible, mais c'est d'ailleurs, là, les enquêtes de l'INED, c'est quand même assez étonnant, et de Philippe Bruneau, montrent que les hommes sont plus favorables que les femmes aux préliminaires.
Alors c'est quand même un petit peu étonnant, parce qu'on se dit, les hommes sont très plus sur la pénétration, les femmes avec les préliminaires peuvent plus exprimer leur désir particulier. C'est parce qu'une majorité de femmes se disent, bon, comme c'est un petit peu une corvée, autant en être débarrassé le plus vite possible et de pas rajouter les préliminaires. Là, on voit qu'il y a du travail à faire, et surtout sortir de ce refoulement, de ce silence, de ces non-dits, de fait de prendre sur soi. Et du côté des hommes, c'est pareil. Ils se disent, ils comprennent pas. Ils rêvent d'un couple qui continuerait à être centré un petit peu sur le sexe et sur le désir. Ils ont l'impression que c'est une petite mort un petit peu de l'amour et du couple. Donc ils se retiennent. Certains se retiennent, il y en a quelques-uns qui ne se retiennent pas. Et là, on tombe dans la catégorie où il peut y avoir du harcèlement. Mais un certain nombre se retiennent, font un petit peu leur deuil et ruminent dans leur coin. Il y a des deux côtés, on rumine en silence, alors qu'on pourrait constater qu'il y a un décalage des désirs. Mais du coup, c'est pas du tout la même chose que se forcer du côté de la femme un petit peu en silence, et de l'homme qui se résigne à pratiquer un petit peu moins souvent en se demandant ce qui se passe, etc. Tout ça est malsain. Si on en parle, eh bien ça peut être un don d'amour. Il peut y avoir un qui se force un petit peu, et puis finalement, en commençant le jeu des caresses, le plaisir peut venir, ça peut ne pas être désagréable. L'autre qui se retient un petit peu, mais lui aussi c'est un don d'amour, etc. Donc là, on rentre dans un dialogue et ça pourrait améliorer les choses, quoi. C'est ce qui est intéressant aussi, ce qui m'a questionné. Donc vous avez cité effectivement les deux études, dont celle de l'INED, qui quand même fait un tout petit chapitre sur les rapports sexuels non pénétratifs. Enfin, je m'étonne, je me suis étonnée en lisant cette étude de voir qu'en fait il y a 2 pages. Alors ils le disent, ils disent que effectivement c'est quelque chose qui n'a pas été creusé. Vous en parlez dans un long chapitre, en expliquant qu'effectivement le rapport sexuel est coïtal. D'ailleurs, on parle de préliminaires, on parle encore de préliminaires, comme si tout ce qui était avant la pénétration en fait n'était pas considéré comme un rapport sexuel. Donc là, c'est très très intéressant, parce qu'effectivement, quand on questionne, en tout cas en clinique sexologique, les femmes et les hommes, c'est intéressant de voir les représentations qu'ils et elles ont sur ces questions-là. Parce qu'à mon sens, sur la question du désir, il y a un impact. On ne peut pas négliger l'ancrage qui est fait, et notamment l'ancrage sexuel qui se construit avec ces représentations-là. Parce que vous ne citez pas le rapport Haidt, alors qui date effectivement, mais qui est hyper intéressant, parce que c'est quand même deux grandes études, un peu comme Breneau, mais pas du tout à la même échelle, où on a vraiment un panel de femmes qui ont été questionnées, des questions très pointues, où là, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui est passé à l'as. C'est tout de même plus de 85% des femmes, pour certaines questions même plus, qui disent qu'effectivement, le rapport sexuel, comme il est présenté, est très phallocentré, très pénétrocentré, et qu'en réalité, dans l'apprentissage sexuel des femmes, l'ancrage ne se fait pas de telle manière qu'il y ait justement ce désir qui soit travaillé, maintenu, fleuri, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je reviens sur le contexte social et que je vous questionne en tant que sociologue, parce que omettre ça, en fait, c'est finalement tourner en rond, et finalement tourner en rond dans une sexologie qui est androcentrée, disons-le clairement, parce que quand on veut résoudre les problèmes du désir féminin, qui est donc vu du côté du point de vue des hommes, rose, qui est vu du point de vue des hommes, c'est exactement. Ça que vous voulez dire. Oui, qui est vu sans féminisme radical et acharné. Y compris de la part des femmes, c'est un petit peu des représentations, parce que l'enquête de l'INED, ils en parlent un petit peu quand même de la sexualité, des caresses en dehors de la pénétration, de toutes les modalités de la sexualité, mais en même temps, quand ils interrogent les hommes et les femmes sur les rapports sexuels,
cette sexualité-là n'est pas prise en compte. Les gens disent non, on a eu ces échanges-là, mais on le compte pas dans le rapport sexuel. C'était un peu en dehors. Donc ça, c'est des représentations. Mais effectivement, ce qu'on nomme... Ancré chez les hommes et les femmes. Mais ce qu'on nomme préliminaire, alors évidemment, c'est peut-être un mot qui n'est pas évident, parce qu'encore une fois, il dit que c'est avant, et puis c'est juste le hors-d'œuvre, quoi. Et ce qui compte, c'est le plat de résistance, hein, quoi, d'une certaine manière. Mais ça peut être un moment tout à fait central et intéressant, parce que sur la question du consentement, on voit qu'au début, c'est pas toujours évident de dire pour un certain nombre de femmes si elles ont envie ou si elles n'ont pas envie. Il y a une hésitation qui est très, très forte, ce qui crée un élément de zone grise très fort, parce qu'au début, c'est pas évident, et puis, avec des premiers échanges, un jeu de caresses qui peut déclencher un début de plaisir, ce désir peut s'épanouir davantage. Donc, les préliminaires, c'est pas qu'une technique de plaisir, ça peut être aussi une conversation dans le couple, pour savoir, autour de la question du consentement. Le consentement, c'est pas qu'une question de parole. On va de toute façon pas commencer par signer un papier. Je signe que je suis d'accord. On va pas s'en sortir. Et ça passe pas forcément par une parole très, surtout dans le couple qui a l'habitude très, très déclarative. Ça peut être un jeu. D'ailleurs, dans le livre, très souvent, un certain nombre de femmes parlent de cette scène très fréquente, ce qu'elles appellent les petites attaques nocturnes de la main de l'homme qui avance. Parfois, elles dorment, hein, et parce que l'homme a un désir et essaye de réaliser son désir. Et très souvent, le corps de la femme a un mouvement de repli, de réflexe. Elle se retourne. Donc ça, c'est un premier message que les hommes doivent apprendre à décoder. Et après, ça remonte au cerveau et elle se dit, j'ai pas trop envie. En plus, c'est très dérangeant d'être réveillé comme ça peut être très perturbant, mais il faut que je me force un peu. Et là, il peut y avoir un langage des gestes. Après, cette main peut avancer par une caresse, mais le corps qui se replie, c'est un message négatif. Il peut y avoir une caresse en retour. Ce petit geste, c'est un consentement. Donc il y a vraiment un langage des gestes. Et les préliminaires pourraient être une petite chorégraphie pour faire savoir où on en est du désir un petit peu mutuel. Et puis, si ça ne s'épanouit pas, on peut s'arrêter là. Et c'est pas du temps perdu. C'est une expérience agréable en elle-même. Et je terminerai en disant que la sexualité, c'est pas qu'une question de jouissance. Bien sûr, il faut permettre à chacun d'avoir du bien-être et du plaisir, mais il se joue quelque chose qui va au-delà, dans la chorégraphie conjugale. Il y a du symbolique. C'est pour ça que j'ai un petit chapitre sur la pénétration. Les femmes, et ça c'est dans les enquêtes de Bruno, c'est très très intéressant, même si c'est pas une mécanique du plaisir, il peut y avoir quelque chose qui est ressenti, qui est important du point de vue conjugal. Ce que ressentent les femmes quand elles sont pénétrées. Oui, d'ailleurs, voilà. Dans le rapport Haidt, il y a tout C'est quoi votre rapport Haidt ? Parce que là, Nadia, on ne va pas vous faire une conférence dessus. Non, mais c'est un des premiers rapports qui a été fait aux États-Unis d'une sociologue. Quelles années, parce que vous dites que c'est un dans peu les daté. années 80, 70, 80. Fin des années 70. Ouais, 70-80. Pour le coup, ça date un peu. Oui, mais ça date. Mais ça a été fondateur, quoi. Voilà, exactement. C'est il y a Master et Johnson, le rapport un des premiers, parce qu'il y a eu Kinsey. Et parce que jusque-là, on ne parlait pas de sexualité, on ne savait pas comment ça se passait, etc. Et notamment de la sexualité des femmes. Avec du recul sur les 10 dernières années, moi je suis peut-être pas d'accord avec vous, j'ai l'impression que les choses ont quand même beaucoup changé, et ne serait-ce que sur les questions de genre, je peux vous dire que tout a explosé. Donc oui, et bien sûr, mais ce qui n'a pas changé, c'est le contexte de domination qui fait que ça n'a pas changé, je suis désolée, ça a des millénaires. Donc la sexualité, elle n'est pas exempte de ce contexte-là. Donc par rapport à ce que vous disiez, effectivement, en sexothérapie,
on utilise, alors on ne parle pas de préliminaire parce que on part de la définition effectivement de la patiente ou du patient qui est en face, de la femme, de l'homme qui sont en face, de savoir qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant le rapport sexuel. Certains vous diront les premiers jeux de séduction, les premiers regards, ils estiment que ça rentre déjà dans cette danse sexuelle ensemble. D'autres vous diront non, effectivement, c'est à partir du moment où nous sommes dénudés tous les deux. Il est intéressant de partir justement de leur référentiel. Et Master et Johnson avaient proposé, et d'ailleurs on l'utilise encore en sexothérapie, ce que vous dites très justement dans votre livre, c'est-à-dire de partir, donc ce qu'ils appellent eux le sunset focus, de partir effectivement sur des massages érotiques où le thérapeute donne une injonction de départ de ne pas toucher les zones érogènes sexuelles, c'est-à-dire de ne pas toucher les seins, de ne pas toucher les sexes, de ne pas toucher les fesses, et d'aller explorer justement le reste du corps. Et là, on a effectivement des femmes qui disent mais j'ai découvert, alors déjà elles découvrent d'autres zones érogènes qu'elles ne soupçonnaient même pas, parce que pas d'éducation sexuelle, parce que voilà, du tabou, des tabous, ou tout simplement pas d'exploration, une ignorance sur ce plan-là. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, ces fameux appétits qui viendraient en mangeant, effectivement. Je reprends une scène du livre de M. Kaufmann. Oui. C'est une femme qui n'a pas de désir a priori et qui finit par avoir du plaisir. Donc voilà, est-ce que c'est peut-être que l'appétit vient en mangeant, oui, Nadia. Oui, cet exemple, c'est même pire dans cet exemple parce qu'elle lui dit faudra que tu continues comme ça. J'ai pas envie au début et puis après ça vient. Alors pour la question du consentement, ah oui, ça pose quand même des questions. C'est pour ça qu'il faut être très décontracté. Il faut prendre le temps. C'est pas forcément au début qu'on peut avoir un déclaratif très net, mais il faut que l'homme soit très attentif au message, surtout qu'après, lui, quand sa mécanique du désir est lancée, ça peut être plus dur d'arrêter la bête. D'arrêter la bête d'une certaine manière. Et c'est là que malgré tout, il faut qu'il soit attentif au fait que la femme puisse dire, par exemple, je croyais que j'avais envie, mais là vraiment pas du tout, quoi. Nous vivons dans une société, dans des sociétés, parce que c'est pas. Alors oui, le référentiel quand même du livre, c'est la société française. Enfin, reprécisons-le, parce qu'il y a aussi d'autres référentiels. Française et des couples hétérosexuels. Et des couples hétérosexuels, exactement. Où le non, pour certaines personnes, veut dire oui en sexualité. C'est-à-dire, alors je le dis, ça fait rire certaines personnes à chaque fois, donc quand je parle du BDSM, en disant que les règles dans cette pratique sont claires, c'est-à-dire qu'un non est un non parce qu'il est codifié. BDSM, c'est... Oui, les pratiques sadomaso, pour faire court. Un non est codifié, un oui est codifié. Voilà, chose qui n'est pas aussi claire dans les rapports sexuels dits standards et communs. Et puis même dans un couple qui a quand même des années de pratique. Mais d'autant plus qu'il y a une culture qui veut qu'une femme se refuse d'abord, c'est quelque chose de limite traditionnel, et qu'après elle finit par dire oui. Depuis des siècles, c'était comme ça. Tout à fait. Depuis la chevalerie, etc., tous les rituels de séduction, l'homme devait franchir les barrages de la femme, et la femme instaurait des résistances et cédait une à une ces résistances. Donc ça, on peut dire, oui, mais ça c'était hier, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui. Et là, avec MeToo, on est en train d'imaginer une autre époque, mais il faudra une période de transition, et on porte la mémoire dans nos inconscients, dans nos corps et tout ça, de tous ces rituels de séduction. Alors prenons des exemples dans le couple, Nadia, pour qu'on soit concret, parce que pour ceux et celles qui nous écoutent... Alors déjà, il faut savoir que dans un couple, notamment un couple qui a installé depuis un certain temps, il y a, et même d'ailleurs, même sur une durée courte, il y a des scripts sexuels qui s'installent. C'est-à-dire que effectivement, il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que la parole. Il y a, vous l'avez dit très justement avant, des gestes qu'on apprend
mutuellement à décoder. C'est-à-dire que dans certains couples, vous avez par exemple, ils savent que, vous le dites d'ailleurs, il y a un interviewé, une interviewée qui dit que lorsque son mari lui dit bon on monte au lit, chérie, elle sait que c'est un appel à un rapport sexuel de la forêt. à venir. Voilà. Ouais. Donc, là, il est verbal, mais vous en avez d'autres qui sont complètement gestuels. Je sais pas, moi, l'homme qui va aller mettre son aftershave alors qu'habituellement, il le met pas. Voilà, tac, c'est le signal de, il y a l'aftershave, donc ça veut dire que ce soir, il va y avoir quelque chose. Je donne cet exemple-là. Mais effectivement... J'ai même je m'excuse, je fais une petite parenthèse. J'ai un exemple qui est amusant parce que c'est très clair dans ce couple qu'elle a moins souvent envie et lui davantage, et il fait rien dans les tâches ménagères. Et parfois, il se met à étendre le linge. Et là, c'est le signal. Et elle, ça l'attendrit tellement que du coup, elle est en disposition pour accepter ses pratiques sexuelles. Je m'excuse, je referme ma petite parenthèse. Oui, c'est très bien dans le sujet, tout à fait. Donc, effectivement, ce que vous dites, cette période de transition, moi, je me pose la question en tant que sexologue, effectivement. Donc, il y a ces propositions post-MeToo de contractualiser en fait les choses par écrit, que ce soit formalisé, que ce soit clair et net. Il y a des couples, notamment des femmes, qui disent non, moi-même, je ne veux pas de quelque chose de ce type-là. En revanche, j'aimerais que dans notre couple, on puisse comprendre, qu'on puisse apprendre à décoder, que finalement, les choses deviennent un peu plus claires entre nous, qu'il n'y ait pas justement ce quiproquo de prendre un refus comme finalement ouais, j'ai pas très envie, mais finalement, peut-être que si t'insistes, j'aurais envie. Enfin voilà, cette problématique que les femmes viennent exposer au cabinet en exprimant de la souffrance, parce qu'il y a de la souffrance. Alors effectivement, vous avez les cas extrêmes où ça se termine par un viol conjugal à répétition qui n'est pas identifié par les femmes elles-mêmes comme étant un viol conjugal, alors que, si vous voulez, dans le droit, c'est un viol, clairement. Donc elles ne l'identifient pas comme ça, mais quand vous les amenez à réfléchir, effectivement elles se disent oui, au final c'est vrai, vous avez raison, mais bon, mettre mon mari ou mon compagnon, mon partenaire en position de violeur, ça reconfigure tout au niveau... C'est très compliqué sur la définition du viol, parce que je vous le dites, et je le disais tout à l'heure, ces femmes qui se font violer de manière très claire, parce qu'il y a une agression, elles ont du mal à employer le mot viol. Donc là, je trouve que le mot est peut-être mal choisi. Oui, ou qu'il ne faut pas l'employer non plus n'importe comment. Le viol peut avoir lieu dans le contexte conjugal, mais pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait une agression délibérée et que celui qui agresse soit clair dans le mépris, le non-respect de la partenaire, il ne pense qu'à son plaisir, voire il pense à faire mal, à faire souffrir, etc. Là, c'est un violeur, c'est clair. Mais il y a plein de situations où il y a incompréhension, décalage des désirs. Il y a le cas typique, je le disais tout à l'heure, de la petite attaque nocturne de la main qui s'avance la nuit. C'est souvent très mal vécu par ces femmes qui se font réveiller comme ça, qui disent « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Elles sortent de leur rêve ou de leur sommeil comme ça. C'est vécu comme une agression. Et elle pourrait employer le mot viol assez facilement, alors que très souvent, ces hommes-là ne sont pas conscients qu'ils forcent, qu'ils le harcèlent, de la douleur qu'ils provoquent, parce que rien n'est dit en face d'ailleurs. Il y a le cas typique de ce jeune homme, après une relation sexuelle, il voit que sa compagne pleure. Et il lui dit « mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu pleures ?» Et il dit « tu t'es pas rendu compte, enfin, c'est pourtant clair, tu m'as forcé. » Et là, il n'en revient pas.
Il tombe des nues, ça lui tombe sur la tête et il s'interroge lui-même sur mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du viol ? Lui aussi s'interroge là-dessus. Donc, quand la ligne rouge est passée de l'agression très nette, il faut dénoncer, c'est très clair. Mais en deçà, il y a tout un travail d'éducation. Il y a des messages qui passent pas. Les femmes croient envoyer un message par leur corps en se retournant un peu, en étant passives. En étant volontairement très passif, pour elle, c'est un message très clair. Pour les hommes, c'est de la déception. Ah ouais, c'est pas terrible, c'est pas très dynamique, quoi. Et c'est là qu'il faut vraiment mieux se comprendre. Alors justement, vous avez une personne que vous avez interviewée, enfin avec qui vous vous êtes entretenu, qui explique justement, donc qui n'est pas mariée, donc voilà, on sort, on va dire, des cadres dits traditionnels, qui n'est pas mariée, qui est jeune, il me semble qu'elle a 24 ans, donc c'est un couple qui a quelques mois et qui, à un moment donné, donc vous la questionnez sur le fait que, effectivement, est-ce que c'est un viol qu'elle a vécu ? Elle vous dit que bon, elle peut pas parler de viol parce que c'est son copain. Et elle dit à un moment donné, oui, mais bon, quand même, enfin, c'est mon petit ami, entre guillemets, je lui dois bien ça. Alors, qu'est-ce que ça pose ça comme question ? Aussi, c'est comment on configure aussi la relation conjugale, la relation de couple. La femme est-elle, et l'homme d'ailleurs, hein, dans les deux sens, mais là, en l'occurrence, on va parler de celles qui sont en position de domination. La femme est considérée quand même comme l'objet sexuel dans le couple, dans lequel il est difficile aux hommes de considérer qu'ils ne peuvent pas, entre guillemets, se servir. Donc ça, c'est quelque chose qui perdure encore, malgré la modernité. Mais on édulcore avec d'autres termes en disant oui, on discute, on parle, on est ouvert, mais en réalité, il y a toujours cette idée-là. C'est quand même en train de changer, c'est-à-dire MeToo a changé des choses dans les têtes, hein, quand même. Alors MeToo n'est pas arrivé dans les chaumières, quand même. On a l'impression que le harcèlement, tout ça, c'est un petit peu en dehors, mais je dirais il y a une bonne volonté potentielle chez une majorité d'hommes, pas tous, hein, parce qu'il y a la catégorie des affreux, des violeurs délibérés. Mais pour une bonne proportion, pour une majorité, surtout chez les plus jeunes, il y a une volonté de changer, de comprendre, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas encore. Il faut vraiment les prendre par la main, leur expliquer et dire. Donc, on en revient à un problème de communication, d'expression. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple de parler, de s'exprimer sur ces choses-là. Faut trouver la méthode, des fois des allusions. Utiliser MeToo, par exemple. Par exemple, après une relation qui n'a pas été consentie ou très consentie. Le lendemain, par exemple, bien dire... dis donc, la femme qui dit à son compagnon, on est quand même à l'époque MeToo aujourd'hui. Dit oui, mais on est pas. Dis donc, hier soir. Quoi hier soir ? Hier soir, je ne sais pas si c'était peut-être rendu compte, tu vas un petit peu forcé, j'avais pas envie. Alors là, ça peut être l'occasion d'un début de conversation. C'est pas dans le moment des faits que c'est toujours le plus commode de s'expliquer j'ai envie, j'ai pas envie, mais en dehors, à certains moments, d'enclencher un petit peu la conversation. Alors, moi, je crois qu'effectivement, il y a un gros travail à faire que certaines personnes font déjà et qui n'ont pas attendu d'ailleurs Monsieur Weinstein pour commencer ce travail. Hein, c'est l'éducation à la sexualité, où effectivement, il est intéressant de pouvoir aussi déconstruire dès le plus jeune âge, cette virilité dont vous parlez, cette puissance masculine qui serait focalisée uniquement sur le pénis et que finalement dans le rapport sexuel, comme vous disiez tout à l'heure, hein, que finalement l'homme serait une bête sexuelle qui aurait toujours besoin d'assouvir ses penchants sexuels et la femme finalement... Alors attendez, pourquoi je parle de l'enfance ? C'est très important parce que ça commence par les contes. Parce que quand La Belle au bois dormant, là, l'exemple que vous donnez, vraiment ça m'a sauté aux yeux. La Belle au bois dormant... Lui donne qu'un baiser. Hein, dans voilà, le qui n'a rien demandé, allongé dans son bois. Et finalement, c'est le prince qui vient la réveiller et impulser finalement un désir.
quand ça, vous l'avez dans un conte et que ça se perpétue, il ne faut pas s'étonner. Alors, ça a l'air comme ça très bébête et futile, mais en réalité, c'est un ancrage déjà qui s'installe avec cette idée que la femme est dans une passivité et l'homme dans une activité. D'ailleurs, ceci dit en passant, dans les livres de biologie, on a encore cette idée, effectivement, que la femme n'est que passivité. D'ailleurs, même son ovule est passif. Il attend le spermatozoïde qui, lui, est super actif. Alors que, biologiquement, l'ovule, permettez-moi de le rappeler, bouge, d'accord ? Donc, il est actif. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui, bien sûr, mélangées à d'autres éléments éducatifs, vont permettre de changer les mentalités et finalement de créer une harmonie aussi, en tout cas une harmonie, je ne suis pas dans le monde des bisounours, oui. Mais quelque chose où on puisse discuter, techniquement, négocier. Nadia, vous êtes en pleine nuit, tous les deux allongés dans le même lit. Il fait noir et vous êtes pris d'une envie subite. Qu'est-ce que vous faites ? Oui. Et votre femme dort ? Alors, ou l'inverse. Ou l'inverse, ouais. D'accord. On vient de le dire tout à l'heure, non, d'accord ? On a dit qu'il y avait des scripts. Alors effectivement, si vous commencez par caresser votre partenaire... Si l'autre dort, ça veut dire que le script commence par la réveiller. Pas forcément, vous pouvez caresser, vous pouvez réveiller votre partenaire avec douceur. Ensuite, vous analysez, je ne sais pas, nous sommes des êtres intelligents, vous analysez le comportement en retour de votre partenaire. Si effectivement vous recevez un coup de pied ou un coup de boule ou des insultes, comprenez que l'autre est dans un sommeil profond et que là du coup vous l'avez réveillé brutalement peut-être d'un rêve très intéressant et que du coup back to reality. Back to reality, exactement. Ouais. Ou tout simplement peut-être que vous aurez progressivement un réveil qui corporellement vous fera... On est dans l'ère du corporel. On est dans l'ère du corporel, c'est-à-dire que ce soit la psychocorporelle ou la sexocorporelle, on n'arrête pas, d'ailleurs même en politique, de parler de décodage des comportements. Donc, ça fait longtemps. Pourquoi ça. Oui, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas valable dans le couple ? C'est-à-dire que si verbalement, la personne vous dit effectivement gros con, je dormais, qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, là, c'est clair. Si la personne ne s'exprime pas verbalement, mais que du coup, comme je vous ai dit, elle vous fait comprendre que c'est pas le moment. Bon, à un moment donné, il y a une intelligence quand même masculine, puisque vous prenez l'exemple de l'homme qui réveillerait la femme. Et si vous avez un retour qui vous signifie qu'effectivement ce réveil est délicieux et que vous avez envie de continuer, alors, on complique parfois des choses qui sont plutôt simples. Alors, je ne dis pas que la question du consentement est simple. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que il y a peut-être, il est peut-être intéressant. Là, le sociologue nous éclaire sur quelque chose qui existe depuis longtemps. En fait, il y a un éclairage qui est fait avec l'affaire MeToo, mais en réalité, c'est des choses qui existent depuis des millénaires. Il est intéressant peut-être pour les sexologues aussi de re-questionner tout ça et de proposer, vous avez un chapitre qui s'appelle les petits arrangements, de proposer aussi des rediscussions et des renégociations au sein du couple. Et il n'y a pas de mal à ce que ça puisse être appris. Voilà, et je rappelle le titre de votre livre, Jean-Claude Kaufmann, Pas envie ce soir, le consentement dans le couple, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Nadia, on vous retrouve mardi prochain.